crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est aussi la fin des évidences. Quand on regarde à la fois la France, l'Europe et le cours du monde, la démocratie, les droits de l'homme, si d'aucuns pensaient que c'était la téléologie de l'ordre international, les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin, pour qui en avait, d'une forme d'insouciance. Fin de l'abondance, fin de l'insouciance, ça c'était ce matin. Et donc, deuxième étage de la fusée, publié demain dans le magazine Challenge. Magali, là je vais me tourner vers vous. Cette lettre, donc, publiée en appui de ce sondage très intéressant qu'on détaillera aussi. Alors c'est une longue lettre, hein. Le président de la République s'est attelé à la tâche, ça fait plus de 6 pages. Le président se sert de l'étude pour faire un bilan, ou plutôt pour faire l'éloge de l'action qu'il a entamée il y a plus de 5 ans maintenant, lors de son premier quinquennat. Les résultats de l'enquête, dit-il, finalement, lui donnent raison. Enquête qui révèle donc les 3 plus grandes inquiétudes des Français aujourd'hui, qui sont le dérèglement climatique, le pouvoir d'achat et l'avenir des jeunes. On va commencer par l'écologie. Emmanuel Macron prévient, l'été que nous vivons nous place une fois encore face à la nécessité absolue, vitale d'une transformation. Et il dégage un objectif prioritaire, faire de la France le premier grand pays au monde à sortir des énergies fossiles. C'est un combat à notre portée, dit-il. Citoyens, entreprises, collectivités locales, gouvernement, nous devons tous nous prendre notre part. Le gouvernement a un outil à sa portée pour y arriver. C'est quoi? C'est évidemment le nucléaire, dont il fait encore une fois la promotion ici. Sur le pouvoir d'achat, il rappelle que l'inflation française est l'une des plus faibles d'Europe. Et là aussi, il met en avant l'action du gouvernement en la matière. 20 milliards d'euros engagés dans la loi votée au cours de l'été. Nous continuerons à défendre les finances des ménages français par des actions à la fois plus structurelles, en favorisant toujours la création d'emplois et par le dispositif d'aide plus ciblé pour ceux qui en ont le plus besoin. Quant à l'avenir des jeunes, eh bien, il sera assuré grâce à l'école, dit-il. L'école est le vivier où nous construisons chacun en tant que citoyen et tous en tant que peuple. Et Emmanuel Macron là prend l'exemple du plan Marseille en grand qui pourrait, dit-il, être dupliqué à l'échelle du pays. Ça c'est pour le bilan finalement, mais est-ce qu'il trace un cap ? Non, pas vraiment. Il n'y a pas du tout de cap dans cette lettre. Alors, les experts sont là pour analyser la lettre. Moi, ce que j'y ai vu, c'est qu'il se contente de dresser finalement un catalogue de tous les sujets. Alors, on a l'impression que tout y passe. Il est question d'égalité femmes-hommes, de la réindustrialisation, de l'agriculture, de la recherche scientifique, de la culture, de la sécurité ou encore des institutions. Ça fait beaucoup, mais il aborde à la tous. mouche, non, à la ligne. Non, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Il y a des chasseurs. Mais on n'en est pas là quand même. Mais effectivement, il aborde quasiment tous les sujets. Et alors, au sujet des institutions, là, il en profite pour tacler une partie de l'opposition. Regardez ce qu'il dit. Il est intolérable de voir qu'il demeure une fraction d'inadmissible tolérance des actes violents. Et qu'attisée par les extrêmes, une partie grandissante de nos concitoyens se laisse contaminer par l'idée que la France est un régime autoritaire et que les résultats des élections sont faussés. À la fin, il a un mot pour le peuple français. Il loue d'ailleurs le peuple français. Il loue sa capacité, à surmonter les épreuves, sa confiance, sa résilience. Regardez, c'est dans la conclusion de sa lettre, notre réputation de pessimiste ne nous a pas empêchés de renouer avec l'optimisme après 2 années de crise sanitaire, ni de reléguer nos inquiétudes derrière notre détermination. Nous voilà de nouveau optimistes et déterminés, et nous avons de quoi l'être en effet, dit-il. Merci Magali, à découvrir demain dans Challenge. Alors on va partir sur le fond, parce que je sens que Françoise est en train de trépigner sur sa chaise. Non, je souris. Je voulais juste d'abord me tourner vers nos 2 experts du service politique. C'est étonnant comme rentrée quand même, non? On a 2-3 étages de la fusée, parce qu'il y a un 3e étage, on verra tout à l'heure, c'est François Bayrou dans Le Point. Mais on ne s'attendait pas trop à ça. Non, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à cette prise de parole du président de la République. Dans l'enceinte du Conseil des ministres, c'est vrai que c'est une façon un peu inhabituelle de s'adresser aux Français, parce qu'il s'adresse à son gouvernement, mais finalement, il adresse un message à tous les Français. Il avait pris la parole en fin de semaine dernière lors d'une allocution d'un discours à Borne-les-Mimosas, Emmanuel Macron. Mais c'est vrai qu'il sort d'un été où il a été particulièrement discret. Donc je pense qu'il souhaite
occuper la scène politique et médiatique. On a pu voir une petite baisse de sa cote de popularité dans un sondage où Elisabeth Borne finalement devance le chef de l'État maintenant dans les sondages d'intention et de popularité. Et il sait aussi que les oppositions à droite comme à gauche vont faire leur rentrée politique dans les jours qui viennent. Donc c'est un peu la stratégie du carpet bombing. C'est-à-dire qu'on inonde un peu les réseaux avec de l'incantation, de la perspective, rien fondamentalement de très nouveau, mais un rappel des priorités. C'est un peu l'objectif de cette rentrée. Alors, dans cette lettre que vous découvrirez demain dans Challenge et qu'on vous publie, qu'on vous dévoile, que Magali vous a dévoilé en exclusivité, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant. Renaud, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, c'est qu'il est quand même un peu plus optimiste dans ce texte qu'il ne l'a été tout à l'heure en ouverture du Conseil des ministres. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui m'a frappé avant de parler de la lettre, c'est effectivement le propos liminaire en Conseil des ministres qui a été long, qui était vraiment une adresse aux Français et une adresse aux ministres, on en parlera. Il y a un double message, c'est un peu le rasoir de l'âme. Et ce matin, il y a une rupture totale, je trouve, dans la communication d'Emmanuel Macron par rapport à son arrivée en 2017. Emmanuel Macron, c'est l'optimisme. C'est l'optimiste. Dès que les ministres ou les conseillers lui disaient « mais il y a quand même un gros problème, comment ça va se passer ?», il avait toujours des solutions et il était toujours très optimiste. Ce matin, pour la première fois, on a vu un Emmanuel Macron grave, le visage serré, manifestement pas content de la façon dont certains ministres ont travaillé cet été, notamment en cette rentrée avec des déclarations, on y reviendra, et il a adressé un message de rupture dans sa communication et de rupture dans la façon dont on va vivre. Oui, alors voilà, parce qu'il faut préparer les esprits à ce qui va se passer dans quelques semaines ou quelques mois, ce qui d'ailleurs est a priori en contradiction avec ce que vous publiez dans votre enquête, Jean-Daniel, on aura l'occasion d'y revenir. Mais effectivement, on peut, Françoise, votre avis sur ce qu'il dit là. Alors effectivement, Magali disait, c'est pas tout à fait un cap qui est dessiné. Il retombe dans les travers, il retombe dans les travers de François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est Emmanuel Macron le commentateur. On en parlait avec Jean-Daniel, c'est pas du tout Emmanuel Macron le dirigeant. Il commente une situation. C'est bien beau de dire c'est la fin de l'innocence, c'est la fin de l'abondance. Qui s'est senti dans l'abondance dans ce pays ? À part la France qui va bien. Ce terme était peut-être un peu maladroit. Alors, je vois bien qu'est-ce qu'il veut en faire. L'abondance, c'est un gros clin d'œil à tous les gens qui pensent qu'on a épuisé les ressources de la terre et qu'il faut essayer de vivre plus sobrement. Mais ça sert à rien de manier les concepts comme un singe savant, de faire de la jonglerie avec les mots. Ces mots-là, ils sont émis par le président de la République. Donc, c'est des mots, c'est important. La fin de l'abondance, la fin de l'innocence. Quand est-ce que quelqu'un a pensé, est-ce que la France est dans l'innocence ? Vous savez, la fin de l'innocence pour tout le monde planétairement, je pense que ça a été le 11 septembre 2001. Et puis la France, elle a fait 2015. Et je crois que l'année 2015, c'est la fin de l'innocence. Donc tout ça, c'est assez amphigorique. Ça ne dit pas ce qui va nous arriver. Et puis surtout, c'est une posture... Moi, je suis assez sévère avec ça, mais il n'est pas le seul à l'avoir utilisé. Le seul, au fond, qui n'a jamais utilisé les drames, c'est François Hollande. Mais Nicolas Sarkozy était dans la dramaturgie, évidemment. La posture du dirigeant éclairé et fort, plus la tempête est grande, plus c'est, comment dirais-je, plus c'est puissant d'avoir ce type mais je rappelle que nous avons déjà connu des chocs pétroliers dans ce pays. Je rappelle que nous avons déjà connu des sacrifices dans ce pays, en 73, en 79. Je rappelle que tout le monde avait baissé son chauffage en 73 d'1 ou 2 degrés. Donc, tout ce... ça fait 50 ans, François. Mais c'est pas le problème que ça fasse 50 ans. Si. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas c'est le une génération. Mais il n'est pas le premier à affronter une crise. Et cette dramaturgie-là... mais les mondiales. Non, je suis pas d'accord. La crise des matières premières, elle est mondiale. La crise de produits, elle est mondiale. Simplement juste une question, parce que je vois le temps là. qui file et je voudrais quand même que vous nous donniez votre avis là-dessus, Jean-Daniel, avant de détailler cette enquête. Cette façon de communiquer, ça parle aux Français ou pas ? Déjà, si je ne me trompe pas, c'est assez nouveau. C'est très rare, voire même exceptionnel, de voir le président de la République prendre la parole publiquement. En général, en fait, ce qu'il dit dans le Conseil des ministres, on en a uniquement la restitution. Oui, c'est ça. À travers le porte-parole. Ou un petit propos liminaire au début pour souhaiter la bienvenue et une bonne rentrée à tout le monde. C'est ça. En général, voilà. Donc là, il y a effectivement en fait une reprise en main de la part du président de la République. C'est vrai que quasiment même depuis l'élection présidentielle, il y a une question à laquelle les Français ne parviennent pas entièrement à répondre, c'est quel est le projet politique de la part d'Emmanuel Macron pour notre pays. Et que, en fait, on a eu parfois des mesures qui ont été proposées, des orientations qui ont été indiquées, mais que même si vous prenez en fait l'ensemble de ce qui a pu être indiqué au cours de ces 4-5 dernières semaines,
période au cours de laquelle Emmanuel Macron ne s'est pas forcément exprimé, la perception en fait que chacun a pu dire un peu ce qu'il voulait, que ce soit M. Darmanin, que ce soit M. Clément Beaune ou autre, et donc qui ont pu avoir chacun un peu leur voix au chapitre sans qu'au final on se dise la direction globale ou ce qui va amener à conduire la politique du pays. Si vous demandez d'ailleurs aux Français quelles sont les principales orientations qui vont être présentées au Parlement au cours des semaines, les principaux textes de loi ou les principaux débats qui vont avoir lieu à l'Assemblée nationale, ils sont bien affichés de pouvoir nous répondre parce qu'on n'a pas eu en fait une vraie tension autour d'un ou deux sujets principaux. Ça nous rappelle effectivement les débats qu'on avait juste avant les vacances où on disait ce quinquennat n'en finit pas de débuter, où est-ce qu'on en est? Alors nous, notre émission elle est en cours et elle se poursuit dans une seconde. On a débuté cette discussion qu'on va poursuivre et notamment avec cette enquête Jean-Daniel que vous publiez donc dans Challenge à côté de cette lettre-là qui est intéressante parce que les Français finalement ont l'air un peu plus optimistes que le président. À tout de suite.